d'abord une première question pour vous tous. Là, l'économie circulaire, on sait qu'on a besoin d'intervenir à des échelons relativement locaux, mais on voit bien que là, on a besoin d'acteurs et de partenaires qui interviennent aux différents niveaux, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la région ou au niveau des collectivités locales avec la métropole et la région. Et donc, c'est pour ça que ce programme d'action que nous menons depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans sur l'économie circulaire et qui est soutenu par l'ADEME, par la DRIEAT, par la région et par la métropole, est pour nous un moment et un programme particulièrement important qui nous permet de mieux jouer encore notre rôle de diffuseur d'informations et de soutien à la profession pour monter en compétence sur tous les sujets d'économie circulaire qui, comme le disait Jacques Baudrier à l'instant, sont vraiment des sujets cruciaux et sur lesquels on a tellement de choses devant nous encore à accomplir. Donc il y a vraiment un besoin de monter en compétence et de transformation de pratique qui est particulièrement aigu sur tous ces sujets-là pour nos métiers du bâtiment et de l'aménagement. Donc je voulais vous remercier ces 4 structures et vous remercier vous de les représenter aujourd'hui, donc de nous soutenir à la fois financièrement et en même temps d'être très actifs dans le COPIL et donc de nous aider à définir et à faire évoluer chaque année le programme d'action. Et donc cette journée aujourd'hui, elle a évidemment été co-construite en relation étroite avec tous vos services. Alors ma première question, c'est, on a là devant nous des professionnels qui représentent un petit peu toutes les filières, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des métiers intermédiaires, etc. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est votre vision à vous de l'économie circulaire et de la façon dont vous pouvez faire progresser cette idée de l'économie circulaire dans les métiers du bâtiment et de l'aménagement. Et comment est-ce que vous, chacun dans votre structure, vous y répondez? Alors je ne sais pas, on peut commencer par exemple par Xavier Lemoine, si vous voulez nous dire au niveau de la métropole, quelle est votre vision? Quels sont les différents dispositifs de soutien et peut-être comment la collaboration avec Ecopolis et ce programme d'action peut y concourir? Merci, la question est très claire. Merci de votre invitation et merci à toutes les personnes qui s'intéressent au sujet qui nous rassemble cet après-midi. Peut-être très rapidement rappeler ce qu'est la métropole. Elle concerne 7,5 millions d'habitants et c'est la réunion en quelque sorte de 131 communes, toutes les communes de la petite couronne et quelques-unes qui sont sur le 91, le 77 ou le 95. Bien. Patrick Ollier, le président, serait là, il vous dirait c'est une métropole de maires, par les maires et pour les maires. Si je fais ce préambule, vous comprendrez qu'une métropole avec 250 salariés pour 7,5 millions d'habitants, ça ne fait pas une administration de gestion, ça fait une administration de mission, et que l'effet levier que la métropole peut avoir, c'est en aidant les communes et les territoires, qui sont les intercos, en gros de 400 000 habitants qui composent cette métropole par ailleurs, eh bien c'est l'effet levier. Donc vous comprendrez mieux, je dirais, les actions que nous essayons de mener, mais ce n'est pas forcément directement au regard du budget de la métropole qui reste très modique si on additionnait le budget des 131 communes et des 11 territoires. Voilà, première chose. Deuxième chose, il y a 1 an, nous avons voté notre première stratégie d'économie circulaire avec 2 axes transversaux qui étaient d'abord l'exemplarité de la métropole, ça va de soi, et surtout l'appui aux communes et aux territoires. C'est là que je reviendrai tout à l'heure. Et avec 3 axes sectoriels, seconde vie des produits, alimentation, biodéchets, ce n'est pas le sujet de cet après-midi, construction, c'est le nôtre. Alors là-dessus, on a l'axe construction traité par le programme métropolitain pour une construction circulaire qui vise, 1, à faire évoluer le cahier des charges des maîtres d'ouvrage, celui de la métropole ou ceux de la métropole bien sûr, ceux des 131 communes et des 11 territoires. On est toujours dans cet effet levier extrêmement important et quand on regarde les budgets de ces 142 structures, c'est plusieurs milliards d'euros qui sont en jeu. Deuxièmement, c'est accompagner donc le développement des activités économiques dédiées à cette construction circulaire. Quels sont les prestataires de services ou les acteurs qui sont en capacité de répondre à la demande? J'étais moi-même comme maire à construire une école en terre. C'est facile à dire, c'est plus difficile d'avoir dans les temps impartis les volumes nécessaires. Voilà, donc il y a des vraies filières à monter et donc c'est comment on aide ces personnes à se structurer pour répondre aux besoins émergents que les maîtres d'ouvrage sont en train de mettre à la disposition de tout le monde. Alors, quelques dispositifs d'accompagnement pour être
un peu plus concret encore, un club de construction circulaire qui fédère tous les acteurs de la chaîne de valeur autour de la construction. Et donc, c'est à peu près 300 à 400 personnes qui gravitent autour de ce club. Et à chaque fois que nous avons des réunions thématiques ou des visites thématiques, eh bien, c'est 50-60 personnes qui approfondissent le sujet et qui appartiennent à des environnements extrêmement différents pour peu qu'ils participent à cette chaîne de valeur. La charte d'engagement partagée et réciproque, les expériences de tous les acteurs de cette chaîne de valeur s'engagent à mettre en commun et à partager leur expérience pour qu'on puisse capitaliser. Donc on n'est pas sur l'avantage concurrentiel différentiel que l'on veut garder, on partage et comme ça on incrémente au fur et à mesure et on est plus fort vis-à-vis des pouvoirs publics pour éventuellement obtenir les évolutions techniques, législatives, réglementaires nécessaires. Un catalogue des solutions disponibles localement pour les maîtres d'ouvrage, des outils numériques comme Eval Metab que nous mettons à disposition de ceux qui veulent se lancer dans les conceptions très en amont des opérations, notamment d'aménagement, pour pouvoir intégrer toutes les possibilités qu'offre ou que demande l'économie circulaire, un dispositif de soutien aux centres de réemploi en cours de développement, notamment chercher le foncier, convaincre de l'intérêt de dégager du foncier. Sur la région parisienne, c'est une gageure. Et puis des programmes de soutien aux communes et territoires, j'y reviens, effet levier. Dernier point pour répondre à votre question, ne pas être trop long. Ecopolis, pour nous, c'est un appui essentiel pour former, sensibiliser, informer, je dirais, les acteurs au sens très large de nos préoccupations. Ça permet également, entre les différents acteurs institutionnels, et vous en avez une partie cet après-midi devant vous sur la tribune, c'est de coordonner nos actions, qu'elles soient plutôt complémentaires que concurrentes, et ça permet de donner visibilité et lisibilité à l'ensemble des acteurs que nous sommes, les institutionnels, pour que ce soit beaucoup plus facile de s'y retrouver. Je pense que c'est une très bonne action qu'Ecopolis mène. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Donc, nous allons maintenant accueillir Yann Verling. On vous avait annoncé donc, qui représente la région Île-de-France. Peut-être Yann Verling, je vous repose la question, quels sont les objectifs stratégiques que poursuit la région en matière d'économie circulaire pour aider la profession à s'approprier ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de faire, vos dispositifs de soutien, puis la façon dont Ecopolis s'intègre dans cette stratégie. Voilà, on est sorti du Covid, on peut se passer les micros comme ça. Bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir invités pour cet échange. Et je remercie d'entrée de jeu Ecopolis pour l'organisation de cet échange. Donc moi je suis vice-président de la région à la transition écologique qui couvre les enjeux d'économie circulaire, de biodiversité, de climat et d'énergie, donc une vision assez globale et large. Pour répondre à votre question, la démarche globale qui est la nôtre, elle s'inscrit dans d'abord un document réglementaire qui s'appelle le plan régional de gestion et de prévention des déchets, qui est un document qui nous est imposé, comme dans toutes les régions de France, et qui donne à la région le rôle de planification de la gestion des déchets, et qui a été élaboré il y a quelques années, et qui guide l'action de la région, bien évidemment, mais pas que. Ça engage, d'ailleurs un document qui est élaboré en lien avec l'État, et qui engage toutes les collectivités infrarégionales, et d'ailleurs tous les acteurs, globalement, de la gestion des déchets. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, d'abord, c'est une vision déchets, ce plan régional. C'est une vision déchets qui est, on va dire, l'ancêtre, on va dire, de la vision économie circulaire, mais quand même rappeler un peu les fondamentaux. Cette vision déchets, elle nous invite quand même à être au rendez-vous d'un élément fondamental qui est la réduction de tous les déchets qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. Et on le sait, en région Île-de-France, nous sommes des mauvais élèves. Au niveau national, on est très mauvais élèves, on est au même rang que la Corse, même si on est aussi une île d'une certaine manière, mais quand même d'une autre manière. Et donc on est à 25% de taux de tri quand le reste du pays est au double, et qu'il faut atteindre quand même les 3/4 de taux de tri. Donc quand je parle de ça, c'est que c'est un objectif généralisé de l'ensemble des types de déchets que nous avons, que nous souhaitons évidemment valoriser et sortir du flux qui va dans l'incinération ou dans le stockage. Et donc les matériaux de construction en font partie.
Bien évidemment. Il faut aussi, évidemment, contribuer à ce que cette part des déchets soit valorisée davantage et mieux valorisée. Donc cette stratégie, elle est très importante. Enfin, ce plan est très important pour nous. On continue vraiment de faire en sorte de l'appliquer, de le mettre en œuvre au quotidien, notamment aussi avec l'ADEME. On a assorti ce plan d'un autre document stratégique qui, lui, n'est pas réglementaire, qui n'était pas obligatoire, qui est notre stratégie régionale économie circulaire. Donc c'est là où on ne franchit pas d'être quand même dans ce qu'il faut aujourd'hui considérer comme la façon de voir les choses aujourd'hui en matière de matériaux, puisque les grands enjeux environnementaux, c'est évidemment le climat et l'énergie, ça tout le monde l'a compris, c'est la biodiversité, ça tout le monde l'a compris, mais c'est aussi les matériaux. On en parle un peu moins, même si ici tout le monde, c'est une spécialité dont tout le monde ici ne parle que de ça, mais quand même pour le grand public, la question des matériaux n'est pas encore aussi ancrée dans les esprits en termes d'enjeux environnementaux que le climat et l'énergie, ou même la biodiversité qui commence à monter, mais la question des matériaux est un sujet évidemment essentiel qui fait partie des enjeux stratégiques que nous on porte depuis des années, justement dans cette stratégie économie circulaire, c'est de faire en sorte évidemment qu'on aille chercher moins de matériaux dans la nature, si je puis dire, de manière rapide, pour plutôt aller chercher les matériaux là où ils existent déjà, dans l'existant ou dans les déchets. Donc ça nous conduit à mener une politique assez offensive sur tous ces enjeux. Et évidemment, aujourd'hui, la nouvelle responsabilité élargie des producteurs sur les matériaux de construction nous y aide grandement. Je souligne au passage d'ailleurs que nous, on a un petit phénomène en Ile-de-France, mais qui à mon avis est vrai aussi ailleurs, je n'ai pas les chiffres ailleurs, qui est la question des décharges sauvages. Je le dis parce que nous, on a un dispositif spécifique d'appui aux communes pour gérer les décharges sauvages, qui sont des réalités qui sont peut-être un peu moins vraies à Paris, mais ça commence à être de plus en plus vrai plus on s'éloigne de Paris, notamment dans les zones de grande couronne, où on a très rapidement des décharges à ciel ouvert qui s'organisent avec quand on regarde ce qu'il y a, c'est souvent des déchets de chantier. Et donc on a bon espoir que cette REP va contribuer à sécher cette situation, même si on sait que ça va prendre du temps, puisque tout commence à se mettre en place. Et les chiffres au niveau régional sur la quantité aujourd'hui de déchets issus des activités du BTP, c'est 25 millions de tonnes. Je ne dis pas que tout ça finit dans des décharges sauvages, c'est pas ce que je dis, mais quand même, on a un volume énorme qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et les objectifs que nous on s'est donnés, c'est d'atteindre 75% de valorisation matière de ces déchets à l'horizon 2025, donc c'est demain, et 85% à l'horizon 2031. Alors, les différents points sur lesquels on veut s'appuyer pour mettre en œuvre cette stratégie de valorisation de cette matière, c'est d'abord, bien évidemment, je crois que ça a été dit, je suis désolé d'être arrivé un petit peu en retard et de vous avoir attrapé en cours de route, chers collègues, mais bien évidemment, c'est de faire en sorte qu'on accompagne la conception des bâtiments dès le départ. Donc il ne faut pas rater le coche du neuf. Quand il y a de la construction de bâtiments neufs, c'est bien évidemment maintenant être au rendez-vous de cette anticipation du recyclage futur, de la valorisation future. Donc c'est dans la conception même des bâtiments, évidemment, qu'on peut espérer une meilleure valorisation in fine quand le bâtiment sera en fin de vie. Et là, on travaille pour l'avenir, puisqu'on peut estimer que les bâtiments, ils ont quand même plusieurs dizaines d'années de vie, et donc on travaille en amont à la conception. Ensuite, on a besoin aussi de diversifier le choix des matériaux. Là aussi, c'est dans la conception et dans la réalisation pour augmenter la production des ressources minérales secondaires. Et puis aussi, évidemment, être sûr, c'est pour ça que c'est ma mission de travailler aussi sur les enjeux autres que sont énergie-climat, c'est aussi de faire en sorte que la construction puisse intégrer les matériaux dont on a besoin demain, des matériaux décarbonés, c'est-à-dire qu'il y a plutôt appel au bois qu'au béton. C'est aussi des matériaux qui sont plus faciles à valoriser ensuite dans la déconstruction. C'est aussi favoriser la réhabilitation plutôt que la démolition. Ça, j'enfonce une porte ouverte. Je pense que ça, tout le monde a compris que c'est une démarche qu'on doit faire. Et c'est de réduire les déchets de chantier, évidemment, et notamment les déchets inertes, qui représentent la majorité d'entre eux.
Je souligne aussi que dans la notion de réemploi, puisque ça c'est un sujet qui aujourd'hui est une réalité aussi dans le monde du bâtiment, c'est que nous on a aussi une volonté de pousser un peu les feux, là aujourd'hui sur un point qui nous semble être un point un peu creux, un peu noir de la situation, c'est qu'aujourd'hui les constructeurs, enfin même pour le neuf, on a vraiment du mal aujourd'hui à leur faire intégrer l'idée de faire appel à des matériaux de réemploi, issus du réemploi. Et notamment, moi j'ai en souvenir d'avoir visité il n'y a pas longtemps le Wikivillage qui vient de se sortir de terre, où ils ont eu recours à des matériaux de réemploi, mais l'opérateur, enfin l'entreprise qui faisait ça, nous a expliqué qu'elle avait eu des difficultés déjà du côté simplement de la réglementation. C'est-à-dire qu'ils ont des empêchements à pouvoir faire valoir le fait qu'on peut utiliser des matériaux de réemploi pour de la construction. Et là, on a besoin aussi, donc, pour que ça puisse marcher, d'une évolution réglementaire qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Mais ça, je suis sûr que côté ADEME, vous avez bien identifié le sujet pour qu'on puisse faire du réemploi dans le bâtiment une réalité. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais grosso modo, nous, au niveau de la région Île-de-France, on accompagne avec l'ADEME toutes les opérations qui vont dans le sens de cette stratégie. Et je voulais simplement souligner un dernier point, sans être exhaustif de tout ce qu'on peut dire, c'est que on vient de finaliser au niveau de la région Île-de-France un document qui s'appelle le SDRIF, c'est le schéma directeur d'urbanisme. Vous allez me dire quel rapport, mais il y en a un. C'est que un des gros soucis de l'économie circulaire, et c'est vrai aussi, et ça va être de plus en plus vrai pour les déchets de bâtiments, c'est qu'on a besoin d'énormément de surface pour stocker ces matériaux. Parce que c'est pas parce que vous déconstruisez un bâtiment que automatiquement le lendemain vous allez pouvoir le réutiliser dans un autre bâtiment ou une autre construction. Souvent il y a besoin de stockage, et donc on va avoir une matériothèque, et il faut de la surface. L'Île-de-France est très contrainte en foncier. Et tous les acteurs de l'économie circulaire que je rencontre, c'est une constante, quel que soit le domaine, soit le tissu, le matériau de construction, enfin tous les domaines. Chaque fois, ils me disent la même chose, c'est on manque de place. Aidez-nous à trouver de la place. Et toutes les collectivités que je connais, enfin la région Île-de-France, mais les communes, les intercommunalités, je suis sûr que la MGP, vous êtes confrontés à la même situation, on a des demandes récurrentes d'acteurs de l'économie circulaire pour avoir du foncier. Donc nous, dans le schéma directeur d'urbanisme d'Île-de-France, on a contraint évidemment l'urbanisation, puisqu'on a un objectif ZAN. Des fois, il y a des contraires qui se percutent même dans le domaine environnemental, mais on a cette contrainte ZAN auquel on a répondu. Et en même temps, on a réservé 15% de l'enveloppe foncière qu'on garde à l'urbanisation pour l'économie circulaire, pour précisément anticiper les besoins grandissants qu'il y aura dans les années à venir pour être au rendez-vous de l'économie circulaire qui a besoin de place pour stocker la matière avant de la réutiliser. Merci beaucoup Yann. Peut-être un mot rapide sur la façon dont vous utilisez, entre guillemets, le travail que peut faire Ecopolis via ce programme d'action et comment est-ce qu'il peut servir les objectifs de la région? Ce travail, et je crois l'avoir entendu à l'instant, c'est qu'il ne peut pas se faire en chambre fermée à la région toute seule. On a besoin que le dialogue s'installe entre tous les acteurs. Et c'est la raison pour laquelle on soutient Ecopolis, parce que vous faites ce travail de mise en relation entre tous les acteurs avec lesquels il faut qu'on travaille pour avancer sur ces sujets, pour aussi identifier tous les problèmes qui se posent une fois qu'on a pris, pense-t-on, les bonnes décisions, par exemple la mise en place de la REP, BTP, on peut penser que tout c'est parfait, c'est génial, on va enfin récupérer les matériaux, comme on récupère le tissu, les bouteilles plastiques, on va récupérer les matériaux, c'est génial, ça va entrer dans un circuit circulaire. C'est pas aussi simple que ça. Il faut, par exemple, veiller maintenant à avoir un tissu de collecte bien maillé à proximité pour que les entreprises puissent avoir, ne se traversent pas la région pour aller se débarrasser de leurs déchets de chantier. Et donc, ça demande beaucoup de concertation, beaucoup de dialogue, et on a besoin donc d'acteurs tels que Ecopolis pour conduire cette concertation, ce dialogue, pour arriver le plus vite possible à de l'opérationnel. Merci beaucoup. Je vais vous demander de passer votre micro à votre voisine. Vous avez parlé beaucoup de l'ADEME, donc Valérie. Oui. L'ADEME, alors vision, outils, et puis vous avez 2 heures. Le lien avec le programme. Non, je vais aller à l'essentiel. Donc c'est vrai que pour nous, l'économie circulaire, c'est vraiment un sujet très important.
beaucoup de sujets traités à l'ADEME sur l'environnement, mais l'économie circulaire, ça fait partie de notre ADN. On a un certain nombre de dispositifs, je vais un peu les détailler un peu plus tard, mais pourquoi ce sujet de l'économie circulaire fait partie de notre ADN? Tout simplement parce que ça nécessite le questionnement sur la ressource. Avant, on travaillait beaucoup sur les déchets, la valorisation de ces déchets, l'évitement, la prévention des déchets, et maintenant on est sur un spectre beaucoup plus large avec l'économie circulaire. Donc au sein de la direction régionale, on travaille sur plusieurs piliers de l'économie circulaire, alors l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, notamment dans le cadre de la STREC, sur la question de la gestion, de la valorisation des déchets des entreprises et du bâtiment. Ça, c'est un point très très important pour nous, mais également les autres sujets comme les biodéchets, vous en avez parlé, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, la tarification incitative. Donc il y a de nombreux sujets sur l'économie circulaire, mais c'est vrai que les déchets du bâtiment, de la construction, de l'aménagement, c'est un sujet important et majeur en Île-de-France. Je ne vais pas redire les chiffres sur la production, la quantité, la qualité de ces déchets inertes en Île-de-France, mais c'est vrai que notre métropole, notre région, qui est en constante évolution, va créer des chantiers, des déconstructions, de la réhabilitation, et ça va aussi faire des déchets du BTP. Donc nous, on est très très mobilisés sur ce sujet. On a plusieurs dispositifs. Donc les dispositifs sont notamment via le fonds économie circulaire que l'on a depuis 2009. On a des moyens qui augmentent sur ce sujet-là. Et puis, nous avons 4 systèmes d'aide différents. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces fonds, l'année dernière, par exemple, on avait 210 millions d'euros au national sur ce sujet-là. On peut faire de la recherche et du développement. Il y a eu des projets qu'on a pu accompagner comme Démoclès ou Répar, c'était il y a quelques années, mais c'est des projets intéressants justement pour trouver de l'innovation sur certaines filières, sur certains domaines et faire des guides pratiques, méthodologiques, techniques, ça c'est vraiment important pour nous. Ça fait partie aussi de nos actions, cette sensibilisation au changement de comportement, les investissements, les études, les tests, l'aide à la connaissance, c'est vraiment partie de nos missions. Et pour revenir à notre accompagnement, en dehors de cette recherche et développement, ces innovations, on a également le financement d'études, de tests qu'on peut accompagner, le changement de comportement, l'animation via des relais comme Ecopolis, ça c'est important. Participer, organiser des événements, accompagner financièrement, mais ce travail d'animation au quotidien qui est nécessaire pour ce changement de comportement, on peut l'avoir via des relais. Et merci d'être là aussi pour ça. Et aussi en accompagnement, on a les investissements aussi, c'est intéressant. Depuis 2015, 2021, on a accompagné une 60aine de projets sur le sujet du déchet du BTP, notamment le soutien des déchetteries professionnelles, des plateformes de massification et de gestion, de valorisation des déchets du BTP, des études, des tests. Donc ces projets-là existent, ce sont des projets franciliens, donc ça c'est intéressant pour nous de les accompagner. Et ce qui est aussi intéressant dans ces accompagnements, c'est d'avoir des retours d'expérience pour pouvoir massifier sur les enjeux environnementaux, qui est quand même juste notre mission principale au sein de la direction régionale. Et puis sur le programme, c'est votre question, j'ai répondu. Le relais Ecopolis, vous êtes un relais historique de notre direction régionale. On a travaillé ensemble sur les questions d'aménagement, bâtiments durables, santé, environnement également. C'est un vrai sujet, santé, environnement, et l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, il y a des besoins. Les besoins des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, c'est d'avoir des fiches techniques, des astuces, des solutions, d'avoir des échanges, des visites de sites, des visites apprenantes. D'ailleurs, la région organise bientôt une visite apprenante sur la tarification incitative. Voilà, le système, les méthodes de visite apprenante et d'échange entre pairs, c'est fondamental pour passer les messages et entraîner justement ce changement de comportement. Donc en fait, le programme, évidemment, si on le soutient, c'est qu'il y a un intérêt.
On le soutient à 100% et puis on a besoin de vous. Merci beaucoup. On a tous besoin les uns des autres et donc on continue de façon collective. Alors pour finir, Claire, je ne repose plus la question sur les objectifs et les dispositifs donc, que l'État, cette fois-ci, donc avec la DRIEAT qui est son représentant au niveau de la région. Donc, si vous pouvez nous expliquer ce que vous faites. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, DRIEAT, pour faire court, c'est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique. Et donc, dans les lettres de DRIEAT, il y a les mots environnement, aménagement et transport. Et donc, on est sur des enjeux très très forts autour de la sobriété dans l'utilisation des ressources, dans l'utilisation du foncier, dans la sobriété de l'utilisation aussi de l'énergie, toutes les formes décarbonées également d'énergie. Voilà. Donc l'économie circulaire, c'est vraiment un enjeu qui est à la croisée de tous ces sujets, et en particulier dans le bâtiment et l'aménagement. Et donc on est vraiment acteur aux côtés de tous les partenaires, hein, parce que tout seul sur ces sujets, on ne peut pas faire grand-chose. Donc côté DRIEAT, c'est pas trop par les sous qu'on va intervenir, mais plutôt dans le rôle d'impulsion, d'appui, du coup, à travers notamment des têtes de réseau. Alors je vais peut-être anticiper sur la question de la fin, qui est effectivement au travers d'Ecopolis, hein, notamment, on participe du coup à l'animation d'un certain nombre de têtes de réseau, donc comme Ecopolis, parce que on a besoin de relais sur le terrain pour pousser ces différents sujets, et donc que ça soit de la sensibilisation, de la formation des acteurs, la participation effectivement à des visites, à des ateliers, l'accompagnement des acteurs aussi sur certains projets, hein, parce que c'est pas toujours très simple, et donc on a besoin aussi d'avoir des gens qui en sont passés par là, qui peuvent partager leurs expériences, ou encore également collecter des bonnes pratiques, des bons exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Et donc, au-delà de l'accompagnement des acteurs, alors on a travaillé aussi sur les documents, on va dire, plus stratégiques, que ce soit le PRPGD tout à l'heure sur les déchets, la stratégie régionale également économie circulaire. En ce moment, c'est pas tout à fait un levier d'action, mais c'est pour dire que la question de l'économie circulaire, elle est au centre quand même de nos questions. On travaille sur le schéma régional des carrières, à savoir les granulats dont on va avoir besoin pour les métiers et les constructions de demain. Mais ce qui est bien, c'est que si on a besoin de moins de granulats extraits du milieu naturel, et qu'on peut au contraire s'appuyer sur la déconstruction et la démolition pour refaire des nouveaux matériaux et du coup être sobre dans nos ressources. Donc ça, c'est un chantier qui a démarré déjà depuis un petit moment, mais qui est vraiment en cours. Et puis également sur le SDRIF, Yann Verling l'évoquait tout à l'heure, mais si on veut être efficace sur l'économie circulaire, ça veut dire avoir des espaces dans lesquels on puisse implanter des plateformes, stocker en attendant de pouvoir réutiliser. Et ça, il faut y penser. Alors, il faut y penser au niveau régional, il faut y penser aussi aux infra, au niveau de planification infra. Voilà. Et donc, la DRIEAT et les autres services de l'État sont là pour avoir cet élément-là aussi dans les discussions et contribuer aux réflexions. Et puis peut-être un autre exemple aussi dans le côté impulsion au niveau des territoires. Du coup, avec les partenaires qui sont là, on a aussi travaillé sur des appels à manifestation d'intérêt pour l'écologie industrielle et territoriale. L'objectif, c'est d'aller chercher des projets et puis de les accompagner, et après avoir des exemples aussi à montrer à d'autres. Hein, cette démarche générale d'élargir et de faire connaître ces dynamiques. Voilà. Et donc, on est dans le deuxième ALI, et on croit beaucoup à tous ces exemples qui peuvent nous entraîner tous collectivement vers plus d'économie circulaire encore, qui sont pour un bien environnemental global. Alors, est-ce que vous pouvez, les uns et les autres, peut-être nous en dire un peu plus sur certains dispositifs particuliers qui sont le reflet de cet engagement que vous avez tous de votre stratégie économie circulaire? Je ne sais pas si vous voulez commencer, Valérie, peut-être. Je vais commencer. Donc on a un dispositif, je crois que ce matin ça a été évoqué, c'est l'appel à manifestation d'intérêt bâti sobre.
Mohamedou est le responsable de cette AMI. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur cette notion de ressources. C'est prioritaire pour nous, cette question de la ressource. Et aujourd'hui, on se rend compte via le financement de plateformes de massification, de valorisation des déchets du BTP, on a un certain nombre de matières qu'on pourrait réemployer qui ne trouvent pas forcément de demande. Donc, comment faire pour faire un modèle économique équilibré avec l'offre et la demande? Comment faire pour inciter les maîtres d'ouvrage à utiliser cette matière? Comment faire également pour lutter contre les gaspillages et notamment sur la sobriété matière? Donc cet appel à manifestation d'intérêt va traiter ces sujets de cette sobriété matière. Je trouve ça intéressant cette terminologie. Et également sur le réemploi de matériaux pour justement faire attention à cette ressource et aux matériaux vierges. Donc cet appel à manifestation d'intérêt, il va permettre d'accompagner des maîtres d'ouvrage publics et privés. À noter qu'on lance cette AMI avec également la direction régionale PACA. Donc en collectif, en interne, entre direction régionale ADEME, c'est intéressant. Sauf que sur les 30 maîtres d'ouvrage qui seront accompagnés, nous on en a 20 pour l'Île-de-France et 10 pour PACA. Donc voilà, donc si vous voulez être peut-être participer à cet appel à manifestation d'intérêt et avoir un accompagnement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a une plateforme où vous retrouvez tous les dispositifs ADEME qui s'appelle agir pour la transition.adem.fr. Ou sinon, vous tapez AMI bâti sobre et vous allez arriver sur le règlement de l'AMI. Ce qui est intéressant dans cet accompagnement, c'est d'avoir un accompagnement collectif, alors via des webinaires, c'est du classique, des échanges entre pairs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cet accompagnement aussi personnalisé pour chaque maître d'ouvrage sur les problèmes qu'il rencontre, quelles sont les solutions. Et c'est un dispositif à l'ADEME qu'on fait régulièrement, de lancer des appels à manifestation d'intérêt. Il y a des entreprises ou des acteurs qui vont répondre à ces AMI et ils vont bénéficier d'un accompagnement sur plusieurs années. Donc c'est sur 3 ans cette année, enfin pour cette AMI. Donc sur les 3 ans, vous avez vraiment le temps de creuser, de mettre en place des solutions. Et pour l'ADEME, c'est intéressant ce type d'appel à manifestation d'intérêt, puisqu'après, on fait des retours d'expérience et on peut communiquer auprès des acteurs d'une filière pour mettre en avant les techniques, les méthodologies. On parlait des échanges. C'est vraiment, dans le cadre de ces AMI-là, c'est vraiment ce qu'on recherche pour massifier et donner la bonne parole et les exemples concrets également d'opérations. Voilà notre actualité. Merci Valérie. Peut-être du côté de la métropole, Xavier, si vous voulez ajouter un mot sur un dispositif qui nous paraît particulièrement intéressant à partager. Écoutez, deux projets très particuliers. Je répète, 131 communes, la plus petite 4000 habitants, la plus grande 110 000. Donc à 110 000, on est peut-être autonome sur un certain nombre de capacités à faire. À 4000 habitants, les choses sont un peu différentes. Il y a toute la gamme intermédiaire. Et donc c'est tout simplement le programme de rénovation circulaire. Nous sommes, nous, ville propriétaires d'énormément de mètres carrés. Une ville comme Montfermeil, 30 000 habitants, c'est quasiment 80 000 mètres carrés de plancher. Donc vous voyez que régulièrement on est obligé d'entretenir, de rénover, soit parce qu'il y a la vétusté tout simplement du bâtiment, ou la précarité énergétique. Bon, mais les services techniques, ils iront au plus simple, au plus rapide. Ils ne feront pas prendre de risques aux maires sur les marchés publics en y incluant des clauses qui ne sont pas encore très expertisées, en tout cas au sein de la collectivité. Et donc c'est en cela que la métropole intervient auprès pour l'instant de 12 communes du territoire, donc 10% à peu près de nombre de villes, mais pour que derrière ça fasse boule de neige, effet levier, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, où la métropole met à disposition de ces communes un bureau d'études qui s'appelle CETEC, Ecopolis, je dirais pour des formations collectives, afin de faire franchir un pas technique, un pas juridique, un pas administratif et financier, parce que les procédures sont un peu plus riches, un peu plus complexes, mais là, généralement, il y a un attrait pour les personnels à apprendre,
Et il y a des fois d'autres services qui sont là pour protéger juridiquement le maire et qui disent, bon, doucement, on ne sait pas trop comment on en est là quand même sur l'économie circulaire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, leur permettre d'y arriver, sachant que les autres chantiers qu'ils auront à faire, il y a assez de chances qu'ils persévèrent dans la bonne pratique. Et puis, les bonnes pratiques, souvent, elles sont mises en valeur, et donc il y a l'effet d'envie, je ne dirais pas de jalousie, mais d'envie. Donc ça, je pense que derrière, il y aura bien d'autres villes qui nous demanderont, et c'est l'idée, c'est de partir de 12, de retirer les retours d'expérience, et de pouvoir ensuite étendre ça beaucoup plus largement pour que rapidement ces pratiques se diffusent à l'intérieur des collectivités de la métropole. De même que le programme achat économie circulaire que nous avons en commun, je ne sais pas le programme de cet après-midi, eh bien je dirais là aussi a des effets leviers et ça porte sur des milliards d'euros tous les ans, donc là aussi. Voilà. Deuxième chose, c'est le programme terre végétale recyclée. La plupart du temps, on va racler la Seine-et-Marne pour ramener des terres végétales là, lorsqu'on fait des travaux. Mais quand on fait des travaux, on a en même temps excavé des terres qu'on envoie où on peut. Au mieux, dans les décharges qui sont habilitées à ça. Au pire, on les retrouve effectivement dans les chemins de la Seine-et-Marne aussi, ou ailleurs. Et par ailleurs, la question des biodéchets, qui n'est pas encore réglée tout à fait au niveau de l'Île-de-France, mais qui est en cours de réflexion, de maturation, on va dire. Donc c'est comment réunir ce que les biodéchets permettent en termes de végétalisation, comment on peut réutiliser aussi nos terres d'excavation, on mélange le tout et ça nous refait des terres végétales que l'on peut réutiliser dans tous les travaux d'aménagement que les villes font à longueur d'année. Et donc là aussi, la métropole vient en soutien pour faciliter toutes les démarches juridiques, techniques, financières, de procédure et d'aller chercher là où il faut les bons financements et les bons acteurs. Merci Xavier. Claire, peut-être encore un dispositif, si vous voulez détailler rapidement. Alors, peut-être je peux évoquer un dispositif qui est un petit peu spécifique qu'on conduit avec la DRAC, avec le concours Réinventer l'existant, concevoir un avenir post-carbone, qui est un travail qu'on mène avec les écoles d'architecture d'Île-de-France, avec Ecopolis, avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes, le réseau ENSAECO. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser et de promouvoir auprès des étudiants des écoles d'architecture les enjeux de la rénovation comme étant un levier d'adaptation du bâtiment existant. Et donc, il y a prise en compte, au travers de toute la démarche, des enjeux environnementaux, bien sûr la qualité architecturale, mais également dans les critères de bonification qui sont retenus, il y a un critère sur l'économie circulaire, parce que pour nous, c'est vraiment une dimension clé aussi à faire prendre en compte par les élèves. Et donc, on est en ce moment dans le concours, puisque le jury qui sera présidé par le préfet de région va se réunir à la fin du mois de septembre, le 28 septembre. Et normalement, 25 lauréats, non, 25 projets en compétition, et donc on verra au final. Voilà, et puis peut-être un petit coup de pub du coup, l'exposition des travaux des étudiants ensuite au pavillon de l'Arsenal, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Voilà. Merci. Bien sûr, on travaille avec sur les vitrines et toutes les occasions qu'on a de faire parler des exemples, et peut-être aussi à la fois vis-à-vis des entreprises du modèle économique, que ce soit les moyennes ou les petites entreprises, aussi au travers des travaux avec l'association Les Canaux. Merci Claire. Yann, peut-être un dispositif que vous souhaitez particulièrement mettre en avant. Je vais plutôt le micro de Valérie. Oui, rapidement. Comme les collectivités en général, le terrain de jeu qui est le nôtre, c'est nos propres patrimoines. Notre propre patrimoine, et pour la région, c'est les lycées. Donc sur les lycées, nous, ce qu'on a mis en place, c'est assez voisin de ce que font nos collègues dans les autres collectivités. Ce qu'on a mis en place, c'est des opérations évidemment qui visent à mettre en pratique ce qu'on préconise pour tout le monde. Et en l'occurrence, donc, on a des chantiers, toujours, régulièrement. Il y a énormément de lycées en Île-de-France. Donc chaque fois qu'on a un chantier de démolition, de déconstruction, reconstruction, on est extrêmement attentif à ce que dans notre commande, parce que c'est de la commande publique, pour des entreprises du BTP qui font de la déconstruction, reconstruction, on leur met un cahier des charges extrêmement précis maintenant sur ce qu'on veut. Et donc là, on a lancé
on a fait un appel à maîtrise d'ouvrage pour que toutes les opérations maintenant de déconstruction-reconstruction, tous ces chantiers des opérations glissées, fassent l'objet d'un diagnostic ressources, de sorte qu'on puisse identifier très clairement tous les déchets qui vont sortir de ce chantier, pour vraiment ne sortir aucun déchet valorisable, que tous les déchets valorisables soient valorisables. Grosso modo, qu'en fait, il n'y en ait aucun qui aurait pu être valorisable qui finisse en enfouissement. Donc ce diagnostic ressources aujourd'hui, il a concerné 16 opérations, donc ça c'est déjà fait, et il y a 4 opérations en cours là, qui sont en train de se faire. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on a lancées sont aujourd'hui, c'est 100% de nos opérations sont concernées par ce diagnostic ressources qui va donc faire en sorte que tout ce qui est valorisable va l'être. Il n'y aura plus d'accidents, on va dire, il n'y a pas d'accident, ou en tout cas on envoie tout en enfouissement. Il y a vraiment un tri qui est fait en amont. L'objectif pour nous maintenant, c'est fort de cette première expérience qu'on a fait au cours des 3 dernières années, c'est depuis 2020, eh bien on continue, voilà, on a ce retour d'expérience, donc on peut continuer, on va continuer maintenant à le faire de manière généralisée sur tous les lycées qui vont être en situation de chantier. Et puis évidemment, c'est pour nos... Alors ça, c'est parce qu'on a le patrimoine, on fait ce qu'on veut chez nous d'une certaine manière. L'idée, c'est maintenant évidemment d'exporter ça sur des chantiers sur lesquels on est partenaire. Et la prochaine étape sera de travailler avec tous les chantiers qu'on aide sur l'enseignement supérieur, sur tous les établissements d'enseignement supérieur, parce qu'on aide beaucoup aussi, mais là c'est de l'aide, c'est pas notre patrimoine. Mais c'est la prochaine étape de travail, c'est d'extendre ça à l'enseignement supérieur. Merci Yann. Alors on arrive bientôt au terme de notre table ronde. J'avais une dernière question à titre de conclusion pour vous tous. Je vais vous demander d'être relativement bref dans vos réponses. La question c'est quels sont les freins et les obstacles, les prochains freins et obstacles qui vous paraissent les plus importants à lever dans les mois et les années à venir. Et qu'est-ce qui vous ferait dire si quand on se retrouvera dans un an pour la 3e journée de l'économie circulaire régionale dans le bâtiment et l'aménagement, qu'est-ce qui vous ferait dire qu'on a avancé, si on a progressé sur tel ou tel sujet? Vous, les prochaines priorités, les prochains leviers, je ne sais pas qui veut commencer. Xavier. Ça a été indiqué tout à l'heure, la pénurie du foncier, encore à l'échelle de l'Île-de-France, il y a quand même une zone rurale non négligeable, même s'il est éloigné de la zone dense, mais sur la métropole, c'est quand même très très contraint. Donc il y a eu un recensement systématique du foncier provisoire ou pérenne, susceptible d'accueillir toutes les plateformes de réemploi ou de reconditionnement des matériaux issus de la déconstruction, puisque c'est l'obstacle majeur, lorsque la volonté politique y est, l'obstacle du foncier est très rapide. Donc, ça a été, il y a eu un recensement systématique et aujourd'hui on a confié une étude de préfiguration avec le booster de réemploi pour vraiment essayer d'arriver concrètement à, une fois que les choses ont été identifiées, à convaincre les acteurs, les élus locaux autour, que ce n'est pas totalement stupide. Alors, il y a des démonstrations extrêmement pertinentes qui ont été faites sur un certain nombre de territoires. Je pourrais en citer notamment Seine-Saint-Denis, pas exclusivement, mais notamment Seine-Saint-Denis. Le but, c'est vraiment de dupliquer les choses assez rapidement parce que ça devient urgent. Deuxième chose, l'appréhension qui peut être encore celle de certaines personnes, éventuellement du service assurance qui dépend du service marché, qui dit que aller prendre des briques qui ont une vie ailleurs, est-ce que mon assureur me dira qu'il n'y a pas... Bon, le diable se cache dans les détails, donc c'est la raison pour laquelle l'acceptabilité des matériaux doit être travaillée sur le plan technique, juridique, psychologique également, ce n'est pas négligé, et donc rien de mieux que le partenariat entre la métropole et le CSTB pour justement pouvoir donner des signes de reconnaissance et, je dirais, d'étendre les chakras lorsque on essaye d'aller sur des techniques qui n'ont pas été encore beaucoup usitées et qui sont néanmoins des techniques d'avenir et des matériaux d'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut continuer? Claire, peut-être? Oui, au-delà des enjeux qui ont été évoqués, moi je souhaiterais rajouter sur le volet logistique, parce que tout ce dont on est en train de parler sur l'économie circulaire, derrière, c'est des matériaux qu'on va prendre à un endroit pour les utiliser ailleurs. Et tout ça, ça sera facilité si on a les infrastructures multimodales qui nous permettront de faciliter ces échanges et de faire circuler les produits pour les mettre au plus près de là où on va vouloir les utiliser. Donc ça a été dit, hein, c'est des plateformes de réemploi, d'échange, de remisage,
Mais c'est aussi de la mutualisation, par exemple sur l'organisation des tournées, sur le fait que les produits en fin de vie, on va pouvoir les faire revenir vers le fabricant pour leur donner une deuxième chance. C'est optimiser aussi pour éviter d'avoir des retours à vide. Donc c'est tout ça qu'il faut aussi construire. Et c'est pas simple parce que chacun a un morceau de la solution. Personne n'a la solution de l'ensemble. Donc il faut continuer à travailler là-dessus. Et je pense que c'est un bon défi pour les années qui viennent. Merci Claire. Yann, vous voulez prendre la suite? Oui, j'en ai déjà parlé. Moi, j'en identifie 3 des freins. Le premier, ça l'a été dit, c'est le foncier. Nous, on a apporté une première réponse en réservant 15% du foncier qu'on envisage pour l'artificialisation encore de l'Île-de-France pour l'économie circulaire. Il y aura un sujet spécifiquement sur les friches, parce que l'idée, c'est pas d'artificialiser des choses qui sont pas artificialisées, mais c'est plutôt utiliser des choses déjà artificialisées. Donc les friches, ça va être un sujet, sauf que les friches, ça fait l'objet de toutes les convoitises. On en veut pour faire du logement, on en veut pour faire de l'économie circulaire, on en veut pour faire des énergies renouvelables, on en veut pour faire du tertiaire, on en veut pour tout. Donc ça va être une bagarre pour faire en sorte que l'économie circulaire ait sa part du gâteau. Deuxième frein que j'identifie, c'est la filière de réemploi est fragile. Il faut vraiment qu'on l'accompagne pour qu'elle soit au rendez-vous du monde du BTP, qui est un monde particulier, qui a des impératifs de délai, de coûts, et il faut qu'on puisse professionnaliser beaucoup plus la filière de réemploi pour qu'ils puissent intégrer de manière beaucoup plus massifiée le marché du BTP et que ce ne soit pas juste des petites niches ici ou là, sinon on n'y arrivera pas. Et le troisième point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que même si on a demain une filière de réemploi extrêmement dynamique, il n'en demeure pas moins que, et là je me tourne vers aussi l'État et tous ceux qui peuvent un peu améliorer la réglementation, et le CSTB avec lequel il va falloir qu'on travaille, pour notamment les bureaux de contrôle, notamment pour les établissements accueillant du public, soient un peu plus souples sur l'autorisation qu'ils donnent, enfin ça l'a été dit, sur l'accord qu'ils doivent donner à l'utilisation de certains matériaux plutôt que d'autres, et notamment celui-ci du réemploi, pour pas que ça bloque, parce que c'est du réemploi et que c'est pas tout à fait conforme à ce qu'ils ont. Voilà, donc il faut qu'ils évoluent ces bureaux de contrôle pour que le tampon qu'ils donnent tienne compte qu'ils se mettent à l'air du temps, quoi, grosso modo. Merci Yann, je vous remercie de donner votre micro à Valérie qui va vous dire le mot de la fin. Oui, alors nous, les freins, évidemment, il y a plein de freins qui ont été indiqués. C'est comment on accompagne la formation, comment on accompagne le changement de pratique. Notamment, je l'ai indiqué dans le cadre de l'AMI Bâti Sobre sur la question du réemploi, comment utiliser ces matériaux, les questions qu'on peut se poser sur la sobriété également. Donc pour nous, c'est un accompagnement et cette formation, c'est un enjeu vraiment important. Et le deuxième, comme tu l'as rappelé, Claire, c'est sur la logistique. Logistique sur les chantiers, c'est fondamental pour nous. Alors on pilote avec la fabrique de la logistique un groupe de travail sur ce sujet pour voir les besoins sur les chantiers. Alors c'est en effet les flux entrants, sortants, la logistique reverse, c'est comment on stocke, l'immobilisation sur le chantier, de zones de stockage. Toutes ces questions-là sont abordées dans ce groupe de travail et on espère sortir un recueil avec justement des méthodes et des techniques peut-être pour éclairer les acteurs, notamment sur les chantiers. Merci infiniment à tous les quatre pour vos témoignages et tout ce que vous avez exposé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'aide qui vient à la fois de l'État, de la métropole et de la région. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut jouer collectif, il faut partager les retours d'expérience, et donc c'est tout ce travail qu'on fait avec ce programme d'action Ecopolis qui s'avère réellement indispensable et qu'on mène avec vous tous. Donc je vous remercie toutes et tous de continuer à venir nombreux et à nous aider à partager cette science qu'on est en train de construire étape par étape, parce que on est en train d'apprendre en marchant tout simplement. En tout cas, merci à vous tous, et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Élise, est-ce qu'on a du temps pour des questions ou pas? Je ne sais plus. Bon, on peut prendre quelques questions si vous en avez, et je vous remercie par contre dès maintenant de les applaudir tous les quatre. Je vous remercie de vous présenter avant de poser votre question. Bref, s'il vous plaît.
et qu'on ait le temps d'en prendre 2 ou 3. Bonjour à tous, Claire Simon, je travaille à la RIVP sur les réhabilitations thermiques. Il y a un sujet moi qui m'a interpellée, c'est si on fait du réemploi au détriment des terres agricoles, ça va beaucoup moins me plaire que faire du réemploi pour réduire les ressources. Donc effectivement, il y a un sujet de foncier, de logistique, et on a parlé beaucoup de partenariats. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec les marchands de matériaux, puisque de toute façon le réemploi devrait pas remplacer totalement, mais en tout cas c'est des matériaux qui, au lieu de venir du circuit neuf, vont venir du circuit réemploi. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas travailler avec eux pour que sur leurs espaces de stockage, leurs entrepôts, ils puissent petit à petit réserver une partie à des matériaux de réemploi. Et en plus, c'est leur métier, le stockage et la logistique. Je pense que c'est une très bonne idée, mais je pense qu'on n'est pas dans les mêmes volumes. Le volume de ce qu'on doit stocker en réemploi potentiellement est beaucoup plus important que ce qui aujourd'hui vient à flux tendu sur des barges et qui vient de loin. Donc oui, certainement, vous avez raison, mais en réalité, les matériaux qui sont déjà aujourd'hui en stockage dans ces fournisseurs, ça se renouvelle régulièrement. Donc ce dont on a besoin, c'est un stockage souvent, à mon avis, je vérifier, mais sur une longue durée, et donc potentiellement en grande quantité sur une longue durée. Donc ça, c'est une bonne piste, mais elle sera insuffisante. Bonjour, je m'appelle Clara Lercol et je travaille pour la ville de Paris. Je rebondis sur la question de l'intervention précédente. Je me pose la question des terrains pollués, qui souvent demandent beaucoup de frais pour tout ce qui est réaménagement. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et aussi me dire, pour moi, c'est une question de priorité. Peut-être que c'est naïf de ma part, mais qu'est-ce que donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et le regard qu'on porte là-dessus, est-ce que c'est pas une priorité, un point qu'on met en avant, où on se dit, voilà, là vraiment, on agit, c'est ça. On met en place, comme vous disiez, les 15%, une cartographie, ces réserves foncières, au lieu de piocher dans les terres saines, agricoles, et au lieu d'urbaniser, est-ce qu'on ne dit pas ces friches ou ces endroits qui sont déjà difficiles et à assainir, à une plateforme logistique en fait, qui fait partie aussi du fonctionnement de la ville. Et on envisage ça comme une réalité qui est là. Oui, alors nous on agit déjà sur les sites pollués, responsables défaillants, et sur les friches également polluées. Il y a un certain nombre de dispositifs où on intervient, en effet. Donc il faudrait peut-être aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a une dernière... Ce qui est clair, c'est que évidemment, ça va être la priorité d'occuper ces sites-là pour ce type d'usage. Encore une fois, est-ce que ce sera suffisant? On va déjà faire ça, on va déjà occuper tous ces sites-là qui aujourd'hui sont disponibles. On verra si ça suffit, ça suffira peut-être pas. Mais en tout cas, évidemment que c'est la priorité d'aller sur des sites sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose d'autre que, effectivement, des sites de stockage de ce type-là. En tout cas, des sites industriels. On prend une dernière question et puis après on passera à la conférence suivante. Sarah Tartarin, bureau d'études Géranium. Vous nous avez indiqué que vous allez imposer les diagnostics ressources dans les lycées. Comment vous passez à l'étape suivante qui est de justement valoriser ces ressources, soit dans des lycées, soit dans d'autres projets? Quel mécanisme d'imposition ou de taux de résultat vous allez mettre en place une fois qu'on a identifié ces matériaux? Alors, étape par étape, si vous voulez bien, parce qu'on part de loin. Là, déjà, notre premier objectif, c'était de faire en sorte que quand, et c'est vrai pour beaucoup de chantiers, quand les démolitions se font, tout est mélangé et tout est envoyé en stockage et en enfouissement. Donc l'idée, c'est quand même maintenant de faire une bonne séparation entre tout ce qui est valorisable et ce qui ne l'est pas. C'est ça la première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a fait la séparation, et espérons qu'on aura mis de côté tout ce qui est valorisable dans la filière de la valorisation, eh bien, après, ça rentre dans une autre filière, qui est la filière de valorisation. Donc, comment? Qu'est-ce que ça devient? Ça peut devenir plein de choses. Ça, c'est les déchets de chantier valorisables. Il y a plein de filières aujourd'hui. Mais elles sont naissantes, parce qu'encore une fois, cette REP qui vient de se mettre en place, c'est l'avenir, c'est pas encore le passé, et c'est pas encore l'actualité. Donc, la première étape, c'est vraiment de bien séparer. Déjà. Ça, c'est ce que nous, on fait aujourd'hui. Après, pour la valorisation, ça, c'est évidemment ce qu'on espère être
le travail des filières qui sont en train de se mettre en place. Par ailleurs, il y a au niveau de la métropole, de pleine commune, de la ville de Paris, je sais qu'il y a un autre acteur que je n'ai plus en mémoire, la création d'une plateforme numérique pour justement inventorier le plus en amont possible les ressources qui seront disponibles et tenter de trouver, de relayer l'information le plus largement possible pour que le maximum d'utilisateurs potentiels dans les plus courts délais puissent, je dirais, anticiper, se manifester, et éventuellement qu'on soit à ralentir les délais de stockage, puisque effectivement c'est un petit peu la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais c'est en cours de constitution, donc je n'ai pas de retour d'expérience à ce stade-là. J'espère que dans un an peut-être. Mais espérons que dans un an on pourra répondre plus précisément à ta question, Sarah. Merci encore à tous les quatre, merci à vous tous, et puis je vous souhaite une bonne après-midi circulaire.